Bienvenue pour cette nouvelle vidéo spécialement dédiée aux masochistes. On va commencer par quelques petits éclats de métal brûlant dans les yeux, avec la nécessaire réparation des silencieux, parce que, à mon avis, si on veut passer le contrôle technique sans avoir à faire don d'un tonneau de vin rouge, il vaut mieux s'en occuper, puisque l'objectif en fin de vidéo c'est de faire parler la poudre. Je sais plus si j'en avais parlé, mais j'avais réussi à trouver une paire dans un état quasiment neuf. Et bah sachez qu'elle se retrouvera bientôt disponible pour quelqu'un disposant de la même voiture, mais en coupé. Vous l'aurez compris, les silencieux ne sont malheureusement pas compatibles entre les versions 2 et 4 portes. Je vais plutôt prendre ça comme une opportunité de s'exercer à l'art trop souvent négligé de la découpe et de la soudure du métal. Comme d'habitude, là, il faut vous attendre à du travail de haute volée. Franchement, j'ai déjà eu plus de mal à ouvrir une conserve de petits pois. Quel malheur, une partie de la laine de roche est pleine de rouille, on va devoir en enlever un peu. Zut. Ne me demandez pas où sont passés les fichiers correspondant à cette séquence, je les cherche encore. Maintenant on peut dessiner un rectangle autour de notre patron et espérer que la découpe ressemble vaguement à ça. Pour retrouver le galbe de la tôle précédemment prélevé, j'ai utilisé des moyens techniques très pointus et beaucoup de science. On peut résumer ça par 875 coups de masse portés au hasard sur la tôle jusqu'à ce qu'elle soit assez tordue pour pouvoir dire qu'elle n'est plus plate. Le principal, c'est le résultat, non ? Finalement, il fallait ajouter encore 12 coups aux 875 donnés précédemment. Ce n'est donc pas une science exacte. On peut dire que l'intégralité du travail réalisé ce jour-là peut être qualifiée d'artisanal, mais je crains que ce soit pas forcément dans le bon sens du terme. Je me console en me disant que ce sera toujours plus étanche qu'avant. En y regardant bien, il y avait aussi quelques aérations sous le renfort arrière. Une fois tout ça rebouché et remonté, on passe au suivant. Bah, il n'est pas en meilleur état. Là, on dirait les fameuses cloisons étanches du Titanic. Allez, un coup de brosse et il paraîtra comme neuf. Bon, en fait, on dirait toujours la surface de la Lune, mais au moins ça brille. À mon avis, ça va faire encore moins de bruit qu'avant. J'ai enlevé un petit peu de laine de roche dedans, mais vu qu'a priori il n'y a plus de fuite, ça doit faire moins de bruit. La qualité de ce démarrage devrait vous inspirer quant à l'issue du contrôle technique à passer dans la demi-heure. Comme avant, non? Peut-être un poil plus. Dans tous les cas, je prends. Et j'ai aussi pris cette contre-visite, avec pas mal de lignes, mais en y regardant bien, c'est presque un miracle. Il y a quasiment que des conneries en fait dessus, avec les plaques qui étaient pas la bonne parce qu'elles étaient pas encore dûment immatriculées, et puis des lampes qui fonctionnaient pas parce que j'avais pas encore tapé dessus. À part la pollution, qui est à un niveau un peu élevé, il n'y a rien d'inquiétant dans ce qui resterait à résoudre. Puis surtout, regardez les valeurs de déséquilibre. Quand on sait quels amortisseurs sont en place, je serais prêt à croire au miracle. Et comme je suis super sympa, je vous montre très rapidement comment on peut arriver à obtenir une carte grise collection. Déjà, si la voiture a été immatriculée à l'étranger, comme c'était mon cas, il faut un quitus fiscal. Vous appelez les impôts, qui vous donneront l'adresse mail et le formulaire à envoyer quelques jours plus tard, ils vous le renvoient complété. Ensuite, vous allez sur le site de la FFVE, vous téléchargez le dossier à compléter et vous y ajoutez des photos demandées accompagnées d'un journal du jour. Le plus pénible dans mon cas a été de fournir la photo du numéro de moteur, bien planqué. Une fois le courrier envoyé, avec un chèque de 60 €, vous comptez 3 bonnes semaines et vous obtiendrez ce Graal. Il vous reste à aller sur la NTS et envoyer tous les fichiers demandés, dont un CT de moins de 6 mois, et vous devriez obtenir une carte grise collection. C'est symboliquement un moment assez important dans cette restauration.
Parce qu'il y avait un truc problématique quand même au départ. Et j'en suis venu à bout, a priori. Donc on va pouvoir se débarrasser de nos plaques de décoration pour mettre quelque chose de plus officiel. La Maserati est officiellement française maintenant. Mais on a toujours une contre-visite à passer. Donc sur la liste, nous avons lave-glace. Bon, le vase voilà, doit être situé dans l'arche de roue ici, enfin juste devant. Logiquement, le moteur est HS, il faut déjà que je vois à quoi ça ressemble parce qu'évidemment on ne peut pas aller chez Maserati et demander un moteur de lave-glace pour une biturbo. Ils vont rigoler en disant que le modèle n'a jamais existé chez eux. Bon, voyons voir. Vu le bruit, ça a l'air de fonctionner, mais il n'y a peut-être juste pas de liquide. Ou alors les tuyaux sont bouchés. Vous remarquez quand même à quel point l'emplacement est pratique pour faire quoi que ce soit là-dedans. Bon, déjà c'est pas bon parce que ça a l'air d'être rempli à ras-bord là. Donc on doit bien être sur du tuyau bouché. C'est dégueulasse. Il y a de la vie, je pense. Soit je me prends une douche, soit je pète un truc. Ou les deux. J'avais pas envisagé ça. Ouais, c'est ce machin là. Est-ce que c'est vivant ? Je vais peut-être pas tarder à me transformer. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est horrible. Ouais, tu m'étonnes que le moteur il arrive à faire rien circuler. En fait, si j'ai l'air complètement mongol avec mon doigt, c'est que je regarde à travers l'écran et c'est pas si facile en fait. Aidez-moi à comprendre ce que je fais. Ah. Après ça, je ne serai plus jamais le même. Bon, je vais vous reprendre plus tard parce qu'il y en a pour 3 plombes encore. Hein. Voilà, ouais, super, très agréable. Voilà, une ligne de moins au contrôle technique. Si certains d'entre vous ont une vocation de biologiste, ça peut être intéressant. Je veux même pas savoir ce que c'est. Après avoir fait connaissance du cousin de Flubber, il nous reste un truc plus critique à régler. Le niveau de pollution, et je crois savoir d'où ça pourrait venir. Donc, pour rappel, celui-là, je l'avais démonté autant que possible quand j'avais découvert le merdier dans le réservoir. Et en fait, il était plein de particules de rouille, donc il a fallu que je le nettoie le mieux possible. Et au-dessus là, donc on a une vis 6 pans. Et c'est sur elle qu'on va agir pour faire varier la pression. Alors il y a sûrement des trucs qui vont se passer, par exemple ce tuyau, je lui ai pas mis de collier ni quoi que ce soit, il va se barrer et on va inonder tout d'essence. Et puis autre possibilité, lui il va pisser de partout et surtout il va nous donner des indications complètement foireuses. J'ai des doutes à ce moment parce que j'ai prélevé ce mano sur un gonfleur chinois qui ne gonflera jamais plus rien. J'ai l'impression que ça fonctionne. Et ouais, donc on a un peu trop de pression effectivement là. On a presque 4 bars. Ce qui peut expliquer la pollution excessive donc. Et chose plutôt sympa à voir, on peut remarquer que la pression ne chute pas, elle reste super stable donc. On ne doit pas avoir de fuite dans le circuit et notamment pas de fuite aux injecteurs. Pour situer les 4 bars mesurés, la documentation préconise 2 bars 5.
Et comme là on y est, on peut espérer ne plus voir d'énormes nuages noirs suivre la voiture en accélération et au démarrage. Et voilà, vu que j'ai inséré ça dans le circuit sans l'interrompre, en principe, je peux la faire tourner et faire le test en fonctionnement où elle doit tourner à 2 bar 2. Comme vous pouvez le voir, c'est un succès. Projet 1CT en 2027. Par contre, sur le retour du contrôle technique, je me suis aperçu que la voiture était moins joyeuse que d'habitude. Je me suis vite aperçu que ma super réparation à base de pâte à modeler n'a pas tenu. Comme c'est surprenant. Voilà, réparation faite. Rémi m'a trouvé quelqu'un qui a su régler le problème définitivement. Quant au morceau d'aluminium manquant, je veux même pas savoir où il est passé. Bref, plus essentiel maintenant. Je me suis rendu compte d'un truc dernièrement avec le poste. En fait, il fonctionnait pas une fois sur deux, le contact mis. Et en y regardant bien, j'ai vu que la petite loupiote ici, elle s'allumait très faiblement, mais elle s'allumait quand même. Parce qu'en fait, il y a 1,8 V en APC au lieu de 12. Donc forcément, dans ces conditions, ça marche pas bien. Quelquefois, je me retrouve avec la tension normale et tout. Et en suivant justement ce fameux faisceau, je suis arrivé de nouveau à la boîte à fibres que j'ai déjà démontée, à une débroche. Mais c'est pas là que se situe le problème, ça doit être interne au boîtier. Donc je vais le redéposer et puis j'espère que je vais trouver une nouvelle soudure défaillante qui m'avait échappé la première fois. Il n'y a plus qu'à. Je l'ai repéré, donc c'est le fil gris qu'il y a là. Et il correspond à ce pôle-là, le troisième en partant de la gauche. J'ai rien trouvé de flagrant. J'ai noté la continuité entre donc le pôle qui nous intéressait au départ, là, le 3, et le 5 ici. Et pas de souci, ni entre les deux, ni entre les pôles à l'arrière. Bon voilà, ça passe quoi. Donc j'ai quand même recontrôlé le reste, j'ai repaufiné quelques soudures, mais je suis pas convaincu que le souci vienne de là. Avant de tout remonter et de constater que ce que je viens de faire n'a servi à rien, j'ai quelques petites choses à revoir sur ce faisceau là. Ça, et un truc vraiment dégueulasse. Ça là. En fait, je crois que la dernière fois, c'est moi qui l'ai entouré de Chatterton parce que les fils étaient un peu cramés, dénudés. Et bon, c'est peut-être le moment quand même de retoucher ça, quoi. Voilà, sans le Chatterton, je pense que vous comprenez pourquoi j'étais pas 100% confiant à l'idée de le laisser dans cet état initialement, puis d'y revenir aujourd'hui pour remettre ça au propre. Voilà, c'est un peu galère, mais c'est bon. Donc, un peu moins d'une dizaine de fils refaits dans le faisceau. J'ai adoré ça. Mon dos s'en souviendra encore quelques jours normalement. J'ai un petit peu amélioré le faisceau pour la batterie. C'est fait pour pouvoir débrancher rapidement. Ça n'a pas résolu le problème électrique de l'autoradio, mais à la limite, tant pis. Un truc que je trouve bien pratique concernant cette voiture quand on se demande quel liquide utiliser, c'est que directement dans le compartiment moteur, on a la liste de tout ce qui est fluide pour la boîte, le moteur, la direction assistée, tout. Et c'est quand même assez appréciable parce qu'on se pose beaucoup moins de questions. Il y a même les normes pour chaque. Et c'est dommage que il y ait que sur une Maserati biturbo quasiment qu'on trouve ça. Ça me permet de rebondir sur autre chose. Oui, comme j'ai beaucoup de chance de pouvoir compter sur un partenaire permanent comme Racing Lubes, ils m'ont encore gâté. Avec ça, normalement, on respecte toutes les préconisations des meilleurs ingénieurs italiens de l'époque. Parce que il faut dire un truc, c'est qu'il y a le choix. Donc merci à l'équipe de Racing Lubes. La dernière fois, j'ai vu que l'aspect du liquide de la direction assistée était encore, disons, moyen, parce que c'est pas censé être du jus de fraise là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a encore pas mal de flotte là-dedans. Jus de framboise ou jus de fraise? Je suis pas sûr.
C'est moi ou le bouchon est un peu insultant dans cet état? Voilà. C'est tellement sombre qu'on voit plus le liquide. A priori, c'est bon signe. Parmi les nombreuses choses que j'ai fait sur cette voiture, temporairement, il y avait aussi le freinage arrière. J'avais juste remplacé les flexibles de frein parce que je soupçonnais que simplement ils étaient morts et que ce que je craignais, c'est que ça fasse soupape en tire-tour. Ça arrive assez souvent avec les vieux flexibles. En fait, on arrive à envoyer du liquide de frein jusqu'au piston de l'étrier. Mais par contre, assez souvent, il ne retourne pas de là où il vient. Donc ouais, les plaquettes sont tout le temps plus qu'au contact, ça serre fort. Faire attention au système à l'intérieur de frein à main. Lui aussi, il peut gripper, mais j'ai pas l'impression que ce soit lui qui soit en cause cette fois-ci. Je vais les remplacer ces plaquettes de toute façon. Le premier avantage que ça procure, c'est que ça positionnera le piston à un autre endroit où potentiellement il aura moins grippé. Ne me demandez pas pourquoi l'étrier gigote comme ça, alors que je le tiens pas. J'arrive au bout de la pédale. Déjà, j'ai les bonnes plaquettes. On voit que les anciennes sont à mi-usure. Ça devrait faire l'effet escompté. Soyez pas trop excités par ce que vous allez voir. Oui, je mets des gants. Oui, je travaille sur un établi. Et non, il va pas falloir vous y habituer trop. Alors lui, il nous reste à enlever le joint torique. Lui, on a le petit clip en métal qu'on va virer tout de suite. Voilà. Pas difficile. Virer le cache-poussière déjà. Peut-être bourrer un gant en caoutchouc là-dedans. Et y balancer de l'air. Je vais essayer. Et là, on fait très attention à là où on met ses doigts parce que on pourrait rapidement en perdre un. Même faire un peu gaffe aux yeux parce qu'il y a du liquide de frein qui va voler de partout si ça fonctionne. Voilà. Donc voilà. Et pas mal finalement. Celui-là, il n'y a pas besoin d'être remplacé, il n'y a pas de rouille dessus. C'est dans les cylindres en fait qu'il y a un peu de corrosion. C'est bizarre d'ailleurs, c'est pas vraiment de la rouille. Mais il y a un dépôt et on va essayer de nettoyer ça avant de remonter tout ça avec des joints neufs. Si vous avez l'œil, vous avez vu que c'est possible de séparer l'étrier en deux. Je m'étais dit que j'allais pas le faire de peur de perdre l'étanchéité. Et puis en fait, en regardant dans le kit là, je m'aperçois qu'il y a des petits joints. Et à mon avis, c'est ceux-là, les joints d'étanchéité de l'étrier. Les anciens joints sont en super état. Ils n'auraient même pas vraiment besoin d'être remplacés. Il me reste à virer le joint d'étanchéité et en mettre un neuf évidemment. Puis à installer le cache-poussière sur le piston et à mettre en place la bague qui le tient en place. Et puis il me reste plus qu'à assembler de nouveau les deux parties de l'étrier après avoir bien entendu installé les joints neufs. Et d'un.
À comparer à avant, c'est dorénavant un bel étrier de frein, et on espère surtout qu'il fonctionnera correctement maintenant. Avec les plaquettes neuves, j'ai installé le kit neuf de coulisseaux et de ressorts. Aucune erreur dans la sélection des références. Plutôt content de moi. On abrège avec le côté opposé, et on en a fini avec ce système de freinage arrière. Mais l'hydraulique me réserve encore quelques surprises. Se pourrait-il que l'émetteur d'embrayage fuit? Ça doit faire un moment en fait, vu la décoloration du tapis. C'est pas le truc le moins agressif du monde, le liquide de frein. On est quand même top accessibilité, hein? Il est là, à l'autre bout. Au premier abord, ça avait l'air d'être la bonne pièce. Voilà la pédale séparée du mécanisme. Je précise, vous avez eu droit à la version courte, hein. Ça m'a pris un bout de temps avant d'arriver à le virer. C'était génial. Je m'en souviendrai. Bon, bah, j'ai commencé à monter le truc, c'était un enfer, puis j'ai tout redémonté, puisque je me suis aperçu qu'il y avait un petit problème. Il semblerait que la personne qui m'ait vendu cette pièce s'est cru en Angleterre sûrement, parce que c'est que ça se monte pas sur une version avec le volant à gauche, quoi. C'est pas possible autrement. Il nous reste encore un moyen de nous en sortir, mais il faut espérer que les deux pièces sont strictement identiques dans leur fonderie. Yeah. Vous voyez bien que vous avez affaire à un spécialiste là. Bon bah après cette session non-stop de 9h30 ou 10h jusqu'à 18h30, ça fonctionne, mais comme c'était prévisible, le récepteur fuit maintenant. Il ne reste plus qu'à en trouver un maintenant. Je m'étais dit que j'allais refaire tout le freinage avant, avec le kit de réflexion des étriers, les flexibles, les plaquettes, mais en fait je pense que je ne vais pas y toucher. Pour l'instant en tout cas, parce que les flexibles que j'ai choisis sont un peu courts et je préfère attendre d'avoir les bons pour tout faire. Les disques avant sur cette voiture, je pense pas que ce soit ce qui pose le plus de problèmes. C'est surtout ceux à l'arrière qui sont introuvables. Donc je vais plutôt m'occuper du prochain gros chantier, à savoir le récepteur d'embrayage. Je devrais recevoir le 9 demain. Je viens de vider le bocal de liquide de frein. Maintenant je vous emmène avec moi pour que vous voyez le foutoir que c'est. L'accessibilité de ce récepteur d'embrayage. Déjà, par en haut on n'a accès à strictement rien. Tout ce qu'on voit c'est le tuyau que j'ai remplacé qui va à l'émetteur. Et le tuyau qui redescend de l'émetteur vers le récepteur, là c'est celui qu'on voit au fond. Sous la voiture, c'est un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Voilà, il est là. C'est ce machin suintant et rouillé. Il y a malheureusement 2 vis enlevées, dont une qui va être très compliquée. Le flexible ensuite, j'espère que je pourrai l'enlever par le côté là, en dégageant le récepteur, mais je suis pas sûr. Ça s'annonce amusant. Il a intérêt à venir, hein. Allez. Ça a l'air d'être bon. Le voilà.
Il y a déjà la butée d'appui là qui est venue toute seule. On va pas la perdre, on en a peut-être besoin. Voilà la vis de purge. Comment on est censé utiliser la vis de purge qui est là? Faudra apprendre comment on l'utilise parce que j'en ai besoin. C'était très chiant à enlever, ce sera extrêmement chiant à remettre. Bon, ça, c'est un petit bonus. Vu la forme de l'ancien vase, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de le remplacer par un neuf. Et surtout aujourd'hui, c'est pas les mots croisés du vendeur qui m'intéressent. C'est plutôt ça. Un récepteur tout neuf. On va espérer qu'il se monte bien. Je sens que ça va être galère quand même. Je suis en plein dans l'écologie ou la radinerie, je sais pas trop. En ce moment, du coup, au lieu de mettre des joints neufs, j'en ai peut-être dans un tiroir. Je vais plutôt les poncer jusqu'à ce qu'ils soient comme neufs. Toute ressemblance avec des lieux, des événements ou des personnes réelles ne serait que pure coïncidence. J'ai du mal à y croire, mais j'ai réussi à le mettre. C'était désespérant, mais un miracle s'est produit à un moment. Ça a intérêt à marcher. Tout à l'heure, j'avais préparé la purge avant d'installer le récepteur d'embrayage. Mais j'ai dû desserrer à un moment donné le tuyau pour pouvoir le tourner dans une autre direction. Et du coup, la purge n'est pas bonne, mais je pense que j'ai compris quelle est la méthode d'installation. À mon avis, ça se fait à deux et il y a une personne qui doit prendre la pièce par en haut en enlevant le boîtier filtre à air. C'est pénible, il faut enlever une partie du circuit de carburant, c'est un peu chiant. Mais là on voit enfin non, on voit pas bien, mais je vais essayer de vous le montrer. On voit là où on fait la purge. Le téton qui dépasse là, c'est ça qu'il nous faut. Donc je vais essayer de le faire à partir d'ici. Une demi-heure plus tard, c'est un sacré foutoir ici. Ça n'a pas suffi d'enlever la boîte à air évidemment. J'ai dû aussi rouvrir le circuit de refroidissement. Cette pièce en a profité pour fissurer puis péter. Je vais essayer d'installer ça. Mais je me demande si c'est pas un peu gros. C'est vraiment épais. Alors que celui d'origine, oh là là, c'est du papier à cigarette quoi. Et puis pour la purge c'est bon a priori. La sensation à la pédale est bonne. Franchement je pense que c'est mieux comme ça que d'origine. Les diamètres qu'ils avaient choisis c'est bizarre. Donc celui qui a cassé là, le diamètre était minuscule par rapport à la durite. Du coup elle était complètement écrasée au niveau du collier. Et d'ailleurs en essayant de l'installer sur celle-là, elle a craqué au bout. Donc je l'ai recoupée et la durite est pas mal encore. J'aurais bien voulu en mettre une neuve mais les seules durites qui me restent comme ça, c'est du tressé pour carburant, elles sont pas du tout souples et j'arriverai jamais à rentrer ça là-dedans. Détail pas très commun, mais le ressort de rappel de la pédale d'embrayage est pété. J'ai pris un autre ressort qui est pas identique. Je sais même pas s'il se montrera, mais je réussirai peut-être à l'adapter. Alors, j'avais presque réussi à installer l'autre ressort, mais je l'ai cassé en voulant le reformer sur un des deux côtés. Et bon, je me suis dit que j'allais employer une méthode barbare, donc j'ai soudé là où le ressort d'origine est cassé, et puis il n'y a aucune raison que ça marche pas comme ça, jusqu'à ce que ça recasse ici. On verra combien de temps ça dure. Et voilà, tout est étanche, la pédale a une course normale et le ressort de rappel qui ne sert absolument à rien est en place. On est donc à deux doigts de pouvoir aller faire un tour avec, non? On a juste un circuit de refroidissement à refermer et à remplir, et puis prendre encore 2-3 minutes avant d'aller éprouver la 424V de la manière habituelle, c'est-à-dire brutalement. Bon, je crois qu'on a presque fini. Ça fonctionne. On ferme le capot.
Et on reprend une petite séance de réputation. Je vais vidanger de nouveau le moteur pour la 3e fois. À force de tourner riche, l'huile s'est bien chargée. Après ça, on va enchaîner rapidement sur la vidange de boîte et du différentiel. Ouais, ça a l'air accessible et puis surtout j'ai levé directement le bon côté. Rassurez-vous, vous allez voir, c'est une version bien abrégée. Qu'on se comprenne bien, hein, c'est pas le genre de truc qu'on aime voir lorsqu'on démonte le bouchon de vidange d'une boîte, mais c'est pas monstrueux non plus. Hein. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre celle-là. C'est exactement l'huile qui est préconisée sur la fiche sous le capot de la bagnole. Alors c'est évidemment une huile prévue pour les boîtes manuelles, mais Maserati a décidé que c'était très bien dans un différentiel. Ils n'ont pas tort parce que derrière c'est bien marqué que c'est pour boîte et différentiel. Ok, allez non, il est plein. Vous serez d'accord, je pense, pour dire qu'on a largement mérité d'aller faire un tour avec la voiture et voir ce qu'elle donne en situation maintenant qu'on a réglé tous les trucs plus ou moins urgents. Je vous avertis tout de suite que c'est pas la peine de vous exciter sur les vitesses affichées au compteur, ni sur les régimes qui sont indiqués, puisque j'ai pu remarquer que les informations sont globalement ultra foireuses. Il se pourrait bien qu'il y ait un lien avec les aiguilles complètement tordues, mais même au-delà de ça, sur cet exemplaire et sur beaucoup de biturbo, le compteur de vitesse et le compte tour sont connus pour être approximatifs. J'arrive toujours pas à me décider sur la qualité des vocalises de cette voiture, alors je vais vous laisser seul juge. Pour information, ce moteur il est censé ruter à 6200 tours. Vous allez voir par vous-même à quel point il est extraordinairement précis. Je reviendrai plus en détail sur mes impressions concernant la conduite de cette bizarrerie italienne dans un futur épisode. Mais déjà voilà, c'est assez brutal et grosso modo, lorsqu'on n'exploite pas de turbo, on n'a pas de performance. Et c'est assez difficile à moduler. Je sais pas bien quelle impression ça donne en vidéo, mais je peux vous assurer qu'à la place du conducteur, c'est assez impressionnant. Toute proportion gardée bien sûr, mais par rapport à ce à quoi on s'attend, ça envoie quand même bien. Après, j'ai voulu voir si le différentiel à glissement limité fonctionnait bien. Une fois arrivé, je peux mettre à contribution la caméra thermique top-down pour voir s'il y a des zones critiques, notamment au niveau électrique, et puis proche des turbos surtout. Bah ça fait plaisir à voir, RAS. Et puis pour les roues, le tout est à un niveau optimal et équilibré, avec des températures similaires entre avant et arrière, donc plus de grippage d'étrier. On n'a donc pas fait tout ce travail pour rien.
regrette de vous annoncer que vous n'allez pas vous débarrasser des voitures italiennes tout de suite. Pour celle-ci, on va enchaîner, je pense, rapidement sur la partie carrosserie, entre autres, mais elle roule bien maintenant, elle est fiable, j'ai assez confiance dans cette voiture, et dans l'immédiat, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait, il y aura d'autres choses à faire plus tard. Mais à mes pieds, j'ai un moteur déposé d'une autre voiture, et ça va être un très gros chantier. Mais ça peut être intéressant. Je pense qu'on va commencer ça bientôt. Donc merci à vous de continuer à suivre mes conneries. Et puis je vous dis à la prochaine. Avec celle-ci ou une autre. Ciao.